Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors ce soir, cette nuit, c'est avec Alphonse Daudet que nous allons partir en vadrouille, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture de Tartarin de Tarascon, d'Alphonse Daudet donc. Et nous en sommes au 3e épisode, au chapitre 5 donc de ce 3e épisode, au cours duquel Tartarin de Tarascon est parti à la chasse des lions en Afrique. Chapitre 5 donc, l'affût du soir dans un bois de laurier rose. Si pittoresque que fut leur nouvelle monture, entre parenthèses un chameau, nos tueurs de lions durent y renoncer, par égard pour la Chéchia. On continua donc la route à pied comme devant, et la caravane s'en alla tranquillement vers le sud par petites étapes. Le Tarasconnais en tête, le Monténégrin en queue, et dans les rangs, le chameau, avec les caisses d'armes. L'expédition dura près d'1 mois. Pendant 1 mois, cherchant des lions introuvables, le terrible Tartarin erra de douar en douar dans l'immense plaine du Chélif, à travers cette formidable et cocasse Algérie française où les parfums de vieil Orient se compliquent d'une forte odeur d'absinthe et de caserne, Abraham et Zouzou mêlés, quelque chose de féerique et de naïvement burlesque, comme une page de l'Ancien Testament racontée par le sergent Laramé ou le brigadier Pitou. Curieux spectacle pour des yeux qui auraient pu voir. Un peuple sauvage et pourri que nous civilisons en lui donnant nos vices. L'autorité féroce et sans contrôle de Bachaga fantastiques qui se mouchent gravement dans leur grand cordon de la Légion d'honneur et, pour un oui ou pour un non, font bâtonner les gens sur la plante des pieds. La justice sans conscience de caddies à grosses lunettes, tartuffes du Coran et de la loi, qui rêvent de 15 août et de promotion sous les palmes et vendent leurs arrêts comme Esaü son droit d'aînesse pour un plat de lentilles ou de couscous au sucre. Des caïds libertins et ivrognes, anciens brosseurs d'un général Youssouf quelconque qui se saoulent de champagne avec des blanchisseuses mahonnaises et font des ripailles de moutons rôtis pendant que devant leur tente, toute la tribu crève de faim et dispute aux lévriers les rogatons de la ribote seigneuriale. Puis tout autour, des plaines en friche, de l'herbe brûlée, des buissons chauves, des maquis de cactus et de lentisques, le grenier de la France. Grenier vide de grains, hélas, et riche seulement en chacals et en punaises. Des douars abandonnés, des tribus effarées qui s'en vont sans savoir où, fuyant la faim et semant des cadavres le long de la route. De loin en loin, un village français avec des maisons en ruine, des champs sans culture, des sauterelles enragées qui mangent jusqu'au rideau des fenêtres et tous les colons dans les cafés, en train de boire de l'absinthe, en discutant des projets de réforme et de constitution. Voilà ce que Tartarin aurait pu voir s'il s'en était donné la peine. Mais tout entier à sa passion léonine, l'homme de Tarascon allait droit devant lui, sans regarder ni à droite ni à gauche. L'œil obstinément fixé sur ces monstres imaginaires qui ne paraissaient jamais. Comme la tente abri s'entêtait à ne pas s'ouvrir et les tablettes de pémican à ne pas fondre, la caravane était obligée de s'arrêter matin et soir dans les tribus. Partout, grâce au képi du prince Grégory, nos chasseurs étaient reçus à bras ouverts. Ils logeaient chez les Agas, dans les palais bizarres, grandes fermes blanches sans fenêtres où l'on trouve pêle-mêle des narguilés et des commodes en acajou, des tapis de Smyrne et des lampes modérateurs, des coffres de cèdre pleins de sequins turcs et des pendules à sujets style Louis-Philippe. Partout, on donnait à Tartarin des fêtes splendides, des diffas, des fantasias. En son honneur, des goumes entiers faisaient parler la poudre et luire leurs burnous au soleil. Puis quand la poudre avait parlé, le bon Aga venait et présentait sa note. C'est là ce qu'on appelle l'hospitalité arabe. Mais toujours pas de lions. Pas plus de lions que sur le Pont-Neuf. Cependant, le Tarasconnais ne se décourageait pas. S'enfonçant bravement dans le sud,
Il passait ses journées à battre le maquis, fouillant les palmiers nains du bout de sa carabine et faisant fout, fout, fout à chaque buisson. Puis tous les soirs, avant de se coucher, un petit affût de 2 ou 3 heures. Mais peine perdue. Peine perdue, non, le lion ne se montrait pas. Un soir pourtant, vers les 6 heures, comme la caravane traversait un bois de lentisques tout violet où de grosses cailles alourdies par la chaleur sautaient çà et là dans l'herbe, Tartarin de Tarascon crut entendre, mais si loin, mais si vague, mais si émietté par la brise, ce merveilleux rugissement qu'il avait entendu tant de fois là-bas à Tarascon, derrière la baraque mitaine. D'abord, le héros croyait rêver. Mais au bout d'un instant, lointain toujours, quoique plus distinct, les rugissements recommencèrent. Et cette fois, tandis qu'à tous les coins de l'horizon, on entendait hurler les chiens des douars, secoués par la terreur et faisant retentir les conserves et les caisses d'armes, la bosse du chameau frissonna. Plus de doute, c'était un lion. C'était le lion. Vite, 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 à l'affût, pas une minute à perdre. Il y avait tout juste près de là un vieux marabout, un tombeau de saint, à coupole blanche, avec les grandes pantoufles jaunes du défunt déposées dans une niche au-dessus de la porte, et un fouillis d'ex-voto bizarres, pans de burnous, fils d'or, cheveux roux, qui pendaient le long des murailles. Tartarin de Tarascon y remisa son prince et son chameau et se mit en quête d'un affût. Le prince Grégory voulait le suivre, mais le Tarasconnais s'y refusa. Il tenait à affronter le lion seul à seul. Toutefois, il recommanda à son Altesse de ne pas s'éloigner et par mesure de précaution, il lui confia son portefeuille, un gros portefeuille plein de papiers précieux et de billets de banque qu'il craignait de faire écornifler par la griffe du lion. Cela fait, le héros chercha son poste. 100 pas en avant du marabout, un petit bois de laurier rose tremblait dans la gaze du crépuscule, au bord d'une rivière presque à sec. C'est là que Tartarin vint s'embusquer, le genou à terre, selon la formule, la carabine au poing et son grand couteau de chasse planté fièrement devant lui dans le sable de la berge. La nuit arriva. Le rose de la nature passa au violet, puis au bleu sombre. En bas, dans les cailloux de la rivière, luisait comme un miroir à main une petite flaque d'eau claire. C'était l'abreuvoir des fauves. Sur la pente de l'autre berge, on voyait vaguement le sentier blanc que leurs grosses pattes avaient tracé dans les lentisques. Cette pente mystérieuse donnait le frisson. Joignez à cela le fourmillement vague des nuits africaines, branches frôlées, pas de velours d'animaux rôdeurs, aboiements, grêle des chacals, et là-haut, dans le ciel, à 100, 200 mètres, de grands troupeaux de grues qui passaient avec des cris d'enfants qu'on égorge. Vous avouerez qu'il y avait de quoi être ému. Tartarin l'était. Il l'était même beaucoup. Les dents lui claquaient, le pauvre homme. Et sur la garde de son couteau de chasse planté en terre, le canon de son fusil rayé sonnait comme une paire de castagnettes. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des soirs où l'on n'est pas en train. Et puis, où serait le mérite si où serait le mérite si les héros n'avaient jamais peur? Parce que oui, Tartarin eut peur. Et tout le temps encore. Néanmoins, il tint bon 1 heure, 2 heures, mais l'héroïsme a ses limites. Près de lui, dans le lit desséché de la rivière, le Tarasconnais entend tout à coup un bruit de pas, des cailloux qui roulent. Cette fois, la terreur l'enlève de terre. Il tire ses 2 coups au hasard dans la nuit et se replie à toutes jambes sur le marabout, laissant son coutelas debout dans le sable comme une croix commémorative de la plus formidable panique qui ait jamais assailli l'âme d'un dompteur d'hydre. « À moi, prince, le lion, à moi !» Un silence.
« Prince, prince, êtes-vous là ?» Le prince n'était pas là. Sur le mur blanc du marabout, le bon chameau projetait seul au clair de lune l'ombre bizarre de sa bosse. Le prince Grégory venait de filer en emportant portefeuille et billets de banque. Il y avait plus d'1 mois que son Altesse attendait cette occasion. Chapitre 6. Enfin. Le lendemain de cette aventureuse et tragique soirée, lorsqu'au petit jour notre héros se réveilla et qu'il eut acquis la certitude que le prince et le magot étaient réellement partis sans retour, lorsqu'il se vit seul dans cette petite tombe blanche, trahi, volé, abandonné en pleine Algérie sauvage avec un chameau à bosse simple et quelques monnaies de poche pour toute ressource, alors, pour la première fois, le Tarasconnais douta. Il douta du Monténégro, il douta de l'amitié, il douta de la gloire, il douta même des lions. Et comme le Christ à Gethsémani, le grand homme se mit à pleurer amèrement. Or, tandis qu'il était là pensivement assis sur la porte du marabout, la tête dans ses 2 mains, sa carabine entre les jambes et le chameau qui le regardait, soudain, le maquis d'en face s'écarte et Tartarin, stupéfait, voit paraître à 10 pas devant lui un lion gigantesque s'avançant la tête haute et poussant des rugissements formidables qui font trembler les murs du marabout tout chargés d'oripeaux et jusqu'aux pantoufles du saint dans leur niche. Seul, le Tarasconnais ne tremblait pas. « Enfin !» cria-t-il en bondissant. La crosse à l'épaule. Pan, pan, pan. Pff, pff. Ça y est, c'était fait. Le lion avait 2 balles explosives dans la tête. Boum, boum, boum. Pendant 1 minute, sur le fond embrasé du ciel africain, ce fut un feu d'artifice épouvantable de cervelle en éclats, de sang fumant et de toisons rousses éparpillées. Puis tout retomba et Tartarin aperçut 2 grands nègres qui couraient sur lui, la matraque en l'air. Les 2 nègres du Miliana. Oh, 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 misère, misère. C'était le lion apprivoisé, le pauvre aveugle du couvent de Mohamed que les balles tarasconnaises venaient d'abattre. Cette fois, par Mahomet, Tartarin l'échappa belle. Ivre de fureur fanatique, les 2 nègres quêteurs l'auraient sûrement mis en pièces, si le Dieu des chrétiens n'avait envoyé à son aide un ange libérateur, le garde champêtre de la commune d'Orléansville, arrivant son sabre sous le bras par un petit sentier. La vue du képi municipal calma subitement la colère des nègres. Paisible et majestueux, l'homme de la plaque dressa procès-verbal de l'affaire, fit charger sur le chameau ce qui restait du lion, ordonna aux plaignants comme aux délinquants de le suivre et se dirigea sur Orléansville où le tout fut déposé au greffe. Ce fut une longue et terrible procédure. Après l'Algérie des tribus, qu'il venait de parcourir, Tartarin de Tarascon connut alors une autre Algérie, non moins cocasse et formidable. L'Algérie des villes, processive et avocassière. Il connut la judiciaire louche qui se tripote au fond des cafés, la bohème des gens de loi, les dossiers qui sentent l'absinthe, les cravates blanches mouchetées de champoreau. Il connut les huissiers, les agrès, les agents d'affaires, toutes ces sauterelles du papier timbré, affamées et maigres qui mangent le côlon jusqu'aux tiges de ses bottes et le laissent déchiqueter feuille par feuille comme un plant de maïs. Avant tout, il s'agissait de savoir si le lion avait été tué sur le territoire civil ou sur le territoire militaire. Dans le premier cas, l'affaire regardait le tribunal de commerce. Dans le second, Tartarin relevait du conseil de guerre. Et à ce mot de conseil de guerre, l'impressionnable Tarasconnais se voyait déjà fusillé au pied des remparts ou croupissant dans le fond d'un silo. Le terrible, c'est que la délimitation des 2 territoires est très vague en Algérie. Enfin, finalement, après 1 mois de course, d'intrigues, de stations au soleil dans les cours des bureaux arabes, il fut établi que si, d'une part, le lion avait été tué sur le territoire militaire, d'autre part, Tartarin, lorsqu'il tira, se trouvait sur le territoire civil. L'affaire se jugea donc au civil et notre héros en fut quitte pour 2 500 francs d'indemnité, sans les frais. Comment faire pour payer tout cela ? Les quelques piastres échappés à la razzia du prince s'en étaient allés depuis longtemps en papiers légaux et en absinthe judiciaire.
Le malheureux tueur de lions fut donc réduit à vendre la caisse d'armes au détail, carabine par carabine. Il vendit les poignards, les kriss-malais, les casse-têtes. Un épicier acheta les conserves alimentaires. Un pharmacien ce qui restait du sparadrap. Les grandes bottes elles-mêmes y passèrent et suivirent la tente-abri perfectionnée chez un marchand de bric-à-brac qui les éleva à la hauteur de curiosité cochin chinoise. Une fois tout payé, il ne restait plus à Tartarin que la peau du lion et le chameau. La peau, il l'emballa soigneusement et la dirigea sur Tarascon, à l'adresse du brave commandant Bravida. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il advint de cette fabuleuse dépouille. Quant au chameau, il comptait s'en servir pour regagner Alger, non pas en montant dessus, mais en le vendant pour payer la diligence, ce qui est encore la meilleure façon de voyager à chameau. Malheureusement, la bête était d'un placement difficile et personne n'en offrit un liard. Tartarin, cependant, voulait regagner Alger à toute force. Il avait hâte de revoir le corselet bleu de Baïa, sa maisonnette, ses fontaines, et de se reposer sur les trèfles blancs de son petit cloître en attendant de l'argent de France. Aussi, notre héros n'hésita pas. Et navré, mais point abattu, il entreprit de faire la route à pied sans argent par petites journées. En cette occurrence, le chameau ne l'abandonna pas. Cet étrange animal s'était pris pour son maître d'une tendresse inexplicable et, le voyant sortir d'Orléansville, se mit à marcher religieusement derrière lui, réglant son pas sur le sien et ne le quittant pas d'une semelle. Au premier moment, Tartarin trouva cela touchant. Cette fidélité, ce dévouement à toute épreuve lui allait au cœur, d'autant que la bête était commode et se nourrissait avec rien. Pourtant, au bout de quelques jours, le Tarasconnais s'ennuya d'avoir perpétuellement sur les talons ce compagnon mélancolique, qui lui rappelait toutes ses mésaventures. Puis, l'aigreur s'en mêlant, il lui en voulut de son air triste, de sa bosse, de son allure d'oie bridée. Pour tout dire, il le prit en grippe et ne songea plus qu'à s'en débarrasser. Mais l'animal tenait bon. Tartarin essaya de le perdre, le chameau le retrouva. Il essaya de courir, le chameau courut plus vite. Il lui criait « Mais va-t'en, va-t'en !» en lui jetant des pierres. Le chameau s'arrêtait et le regardait d'un air triste, puis au bout d'un moment, il se remettait en route et finissait toujours par le rattraper. Alors Tartarin dut se résigner. Pourtant, lorsque, après 8 grands jours de marche, le Tarasconnais, poudreux, harassé, vit de loin étinceler dans la verdure les premières terrasses blanches d'Alger, lorsqu'il se trouva aux portes de la ville, sur l'avenue bruyante de Mustapha, au milieu des zouaves, des biscrises, des mahonnaises, tout grouillant autour de lui et le regardant défiler avec son chameau pour le coup, là, la patience lui échappa. Non, dit-il, ce n'est pas possible. Je ne peux pas entrer dans Alger avec un animal pareil. Et profitant d'un encombrement de voitures, il fit un crochet dans les champs et se jeta dans un fossé. Au bout d'un moment, il vit au-dessus de sa tête sur la chaussée de la route le chameau qui filait à grandes enjambées, allongeant le cou d'un air anxieux. Alors, soulagé d'un grand poids, le héros sortit de sa cachette et rentra dans la ville par un sentier détourné qui longeait le mur de son petit clos. Chapitre 7. Catastrophe sur catastrophe. En arrivant devant sa maison mauresque, Tartarin s'arrêta, très étonné. Le jour tombait, la rue était déserte. Par la porte basse en ogive que la négresse avait oublié de fermer, on entendait des rires, des bruits de verre, des détonations de bouchons de champagne. Et dominant tout ce joli vacarme, une voix de femme qui chantait joyeuse et claire « Aimes-tu, Marco la belle, la danse au salon en fleurs ?» Tron de Dieu, fit alors le Tarasconnais en pâlissant, et il se précipita dans la cour. Oh, malheureux Tartarin, quel spectacle l'attendait! Sous les arceaux du petit cloître, au milieu des flacons, des pâtisseries, des coussins épars, des pipes, des tambourins, des guitares Baïa debout, sans veston, bleu ni corselet, rien qu'une chemisette de gaze argentée et un grand pantalon rose tendre, chantait Marco la belle avec une casquette d'officier de marine sur l'oreille. À ses pieds sur une natte gavée d'amour et de confiture, Barbassou, l'infâme capitaine Barbassou, se crevait de rire en l'écoutant. L'apparition de Tartarin, hâve,
maigri, poudreux, les yeux flamboyants, la chéchia hérissée, interrompit tout net cette aimable orgie turco-marseillaise. Baya poussa un petit cri de levrette effrayée et se sauva dans la maison. Barbassou, lui, ne se troubla pas et, riant de plus belle, « Ah, eh bé, monsieur Tartarin, qu'est-ce que vous en dites? Vous voyez bien qu'elle savait le français ?» Tartarin de Tarascon s'avança furieux. « Capitaine, digloli que vengue mumbun !» cria le mauresque, se penchant de la galerie du premier avec un joli geste canaille. Le pauvre homme atterré se laissa choir sur un tambour. Sa mauresque savait même le marseillais. « Quand je vous disais de vous méfier des Algériennes, » fit sentencieusement le capitaine Barbassou. « C'est comme votre prince monténégrin. » Tartarin releva la tête. « Vous savez où il est, le prince ? Oh, il n'est pas loin. Il habite pour 5 ans la belle prison de Mustapha. » Le drôle s'est laissé prendre la main dans le sac. Du reste, ce n'est pas la première fois qu'on le met à l'ombre. Son Altesse a déjà fait 3 ans de maison centrale quelque part. Et tenez, je crois même que c'est à Tarascon. « À Tarascon !» s'écria Tartarin subitement illuminé. « C'est donc ça qu'il ne connaissait qu'un côté de la ville. » Et sans doute, Tarascon, vu de la maison centrale. Oh, mon pauvre monsieur Tartarin, il faut joliment ouvrir l'œil dans ce diable de pays, sans quoi on est exposé à des choses bien désagréables. Ainsi, votre histoire avec le médecin... Attendez. Quelle histoire? Quel médecin? T'es paradis, le médecin d'en face qui faisait la cour à Baya. L'Akbar a raconté l'affaire l'autre jour, et tout Alger en rit encore. C'est si drôle. Ce médecin qui, du haut de sa tour, tout en chantant ses prières, faisait sous votre nez des déclarations à la petite et lui donnait des rendez-vous en y invoquant le nom d'Allah. Mais c'est donc tous des gredins dans ce pays? Hurla le malheureux Tarasconnais. Barbassou eut un geste de philosophe. Mon cher, vous savez, les pays neufs, c'est égal. Si vous m'en croyez, vous retournerez bien vite à Tarascon. Retourner, c'est facile à dire. Et l'argent? Vous ne savez donc pas comment ils m'ont plumé là-bas dans le désert? Qu'à cela ne tienne, fit le capitaine en riant. Le zouave part demain et, si vous voulez, je vous rapatrie. Ça vous va-t-il, collègue? Bon, voilà, alors très bien, vous n'avez plus qu'une chose à faire. Il reste encore quelques fioles de champagne, une moitié de croustade, asseyez-vous là. Et puis, sans rancune. Après la minute d'hésitation que lui commandait sa dignité, le Tarasconnais prit bravement son parti, il s'assit, on trinqua, Baya redescendu au bruit des verres chanta la fin de Marco Labelle et la fête se prolongea fort avant dans la nuit. Vers 3 heures du matin, la tête légère et le pied lourd, le bon Tartarin revenait d'accompagner son ami le capitaine, lorsqu'en passant devant la mosquée, le souvenir du médecin et de ses farces le fit rire et tout de suite, une belle idée de vengeance lui traversa le cerveau. La porte était ouverte, il entra, suivi de longs couloirs tapissés de nattes, monta encore et finit par se trouver dans un petit oratoire turc où une lanterne de fer découpée se balançait au plafond, brodant les murs d'ombres bizarres. Le médecin était là, assis sur un divan, avec son gros turban, sa pelisse blanche, sa pipe de Mostaganem, et devant un grand verre d'absinthe qu'il battait religieusement en attendant l'heure d'appeler les croyants à la prière. À la vue de Tartarin, il lâcha sa pipe de terreur. « Pas un mot, curé, » fit le Tarasconnais qui avait son idée. « Vite ton turban, ta pelisse !» Le curé turc, tout tremblant, donna son turban, sa pelisse, tout ce qu'on voulut. Tartarin s'en affubla et passa gravement sur la terrasse du minaret. La mer luisait au loin. Les toits blancs étincelaient au clair de lune. On entendait dans la brise marine quelques guitares attardées. Le médecin de Tarascon se recueillit un moment, puis, levant le bras, il commença à psalmodier d'une voix suraiguë. « La, 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 la !» Mahomet est un vieux farceur, l'Orient, le Coran, les Bakagas, les Bachagas, les lions, les mauresques, tout ça ne vaut pas un viédase. Il n'y a plus de teurs, il n'y a que des carotteurs, vive Tarascon. Et pendant qu'en un jargon bizarre mêlé d'arabe et de provençal, l'illustre Tartarin jetait aux 4 coins de l'horizon, sur la mer, sur la ville, sur la plaine, sur la montagne,
Sa joyeuse malédiction tarasconnaise, la voix claire et grave des autres muezzines lui répondait en s'éloignant de minaret en minaret, et les derniers croyants de la ville haute se frappaient dévotement la poitrine. 8. Tarascon, Tarascon. Midi. Le zouave chauffe, on va partir. Là-haut, sur le balcon du café Valentin, messieurs les officiers braquent la longue vue et viennent, colonel en tête, par rang de grade, regarder l'heureux petit bateau qui va en France. Tartarin de Tarascon, lui, n'a pas de bagages. Le voici qui descend de la rue de la Marine par le marché, plein de bananes et de pastèques, accompagné de son ami Barbassou. Le malheureux Tarasconnais a laissé sur la rive du Mort sa caisse d'armes et ses illusions, et maintenant, il s'apprête à voguer vers Tarascon, les mains dans les poches. À peine vient-il de sauter dans la chaloupe du capitaine qu'une bête essoufflée dégringole du haut de la place et se précipite vers lui en galopant. C'est le chameau. Le chameau fidèle qui, depuis 24 heures, cherche son maître dans Alger. Tartarin, en le voyant, change de couleur et feint de ne pas le connaître. Mais le chameau s'acharne. Il frétille au long du quai, il appelle son ami et le regarde avec tendresse. « Emmène-moi, emmène-moi » semble dire son œil triste. « Emmène-moi dans la barque, loin, bien loin de cette Arabie en carton peint, de cet Orient ridicule, plein de locomotives et de diligences où, dromadaire déclassé, je ne sais plus que devenir. Tu es le dernier Turc, je suis le dernier chameau. Oh, ne nous quittons plus, oh mon Tartarin !» « Est-ce que ce chameau est à vous ?» demande le capitaine. « Non, pas du tout, » répondit Tartarin, qui frémit à l'idée d'entrer dans Tarascon avec cette escorte ridicule. Et reniant impudemment le compagnon de ses infortunes, il repousse du pied le sol algérien et donne à la barque l'élan du départ. Le chameau flaire l'eau, allonge le cou, fait craquer ses jointures et s'élançant derrière la barque à corps perdu, il nage de conserve vers le zouave, avec son dos bombé qui flotte comme une gourde, et son grand col dressé sur l'eau en éperon de trièves. Barque et chameau viennent ensemble à se ranger au flanc du paquebot. « À la fin, il me fait de la peine, ce dromadaire, » dit le capitaine Barbassou, tout ému. « J'ai envie de le prendre à mon bord. En arrivant à Marseille, j'en ferai hommage au jardin zoologique. » On hissa sur le pont, à grand renfort de palans et de cordes, le chameau, alourdi par l'eau de mer, et le zouave se mit enfin en route. Les 2 jours que dura la traversée, Tartarin les passa tout seul dans sa cabine. Non pas que la mer fût mauvaise, ni que le chéchia eût trop à souffrir, mais le diable de chameau, dès que son maître apparaissait sur le pont, avait autour de lui des empressements ridicules. Enfin, vous n'avez jamais vu un chameau afficher quelqu'un comme cela? D'heure en heure, par les hublots de la cabine, où il mettait le nez quelquefois, Tartarin vit le bleu du ciel algérien pâlir. Puis enfin, un matin, dans une brume d'argent, il entendit avec bonheur chanter toutes les cloches de Marseille. On était arrivés. Le zouave jeta l'ancre. Notre homme, qui n'avait pas de bagages, descendit sans rien dire, traversa Marseille en hâte, craignant toujours d'être suivi par le chameau, et ne respira que lorsqu'il se vit installé dans un wagon de 3e classe, filant bon train sur Tarascon. Sécurité trompeuse. À peine à 2 lieues de Marseille, voilà toutes les têtes aux portières. On crie, on s'étonne. Tartarin, à son tour, regarde, et qu'aperçoit-il? Le chameau, monsieur... Oui, l'inévitable chameau qui détalait sur les rails en pleine crau derrière le train et lui tenait en pied. Tartarin, consterné, se rencoigna en fermant les yeux. Après cette expédition désastreuse, il avait compté rentrer chez lui incognito, mais la présence de ce quadrupède encombrant rendait définitivement la chose impossible. Quelle rentrée il allait faire? Bon Dieu, pas le sou, pas de lion, rien, un chameau. Tarascon! Tarascon! Il fallut descendre. Oh stupeur, à peine la chéchia du héros apparut-elle dans l'ouverture de la portière, un grand cri. « Vive Tartarin !» fit trembler les voûtes vitrées de la gare. « Vive Tartarin! Vive le tueur de lions !» Tartarin se sentit mourir, il croyait à une mystification, mais non, tout Tarascon était là, chapeau en l'air et sympathique.
Voilà le brave commandant Bravida, l'armurier Costecal, le président, le pharmacien et tout le noble corps des chasseurs de casquettes qui se pressent autour de son chef et le portent en triomphe tout le long des escaliers. Singuliers effets du mirage. La peau du lion aveugle envoyée à Bravida était cause de tout ce bruit. Avec cette modeste fourrure exposée au cercle, les Tarasconnais, derrière eux, tout le midi, s'étaient monté la tête. Le sémaphore avait parlé, on avait inventé un drame. Ce n'était plus un lion que Tartarin avait tué, c'était 10 lions, 20 lions, une marmelade de lions. Aussi, Tartarin, débarquant à Marseille, y était déjà illustre sans le savoir, et un télégramme enthousiaste l'avait devancé de 2 heures dans sa ville natale. Mais ce qui mit le comble à la joie populaire, ce fut quand on vit un animal fantastique couvert de poussière et de sueur apparaître derrière le héros et descendre à cloche-pied l'escalier de la gare. Tarascon crut un instant sa Tarasque revenue. Tartarin rassura ses compatriotes. « C'est mon chameau, dit-il. » Et déjà, sous l'influence du soleil tarasconnais, ce beau soleil qui fait mentir ingénument, il ajouta en caressant la bosse du dromadaire « C'est une noble bête. Elle m'a vu tuer tous mes lions. » Là-dessus, il prit familièrement le bras du commandant, rouge de bonheur et suivi de son chameau, entouré des chasseurs de casquettes, acclamé par tout le peuple. Il se dirigea paisiblement vers la maison du baobab et, tout en marchant, il commença le récit de ses grandes chasses. « Figurez-vous, disait-il, qu'un certain soir, en plein Sahara... » Voilà, c'est là-dessus que se termine donc Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet. Je suis ravie d'avoir passé ce moment littéraire avec vous. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Excellente journée si vous vous réveillez et très bonne nuit si vous vous couchez. Salut!